Oui, Nouvelle Planète est une organisation d'entraide à but non lucratif qui a été fondée en 1986, qui est neutre sur le plan confessionnel et politique, et qui est basée sur l'éthique d'Albert Schweitzer, sur le respect de la vie, et dont la méthode principale consiste à considérer que les populations locales dans des milieux ruraux ont bien souvent un savoir avancé concernant leur propre réalité. Et notre but, c'est de soutenir des initiatives locales de ces populations pour les aider à survivre, à prospérer et aussi à protéger leur environnement. Et Nouvelle Planète est active sur 3 continents, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Et pour ma part, je m'occupe des projets amazoniens. Donc je suis le coordinateur des projets amazoniens pour Nouvelle Planète depuis une trentaine d'années. Et dans ce cadre, nous soutenons les initiatives des peuples indigènes de l'Amazonie et surtout de l'Amazonie péruvienne en ce qui concerne la démarcation et la titularisation de leur territoire, l'éducation bilingue et interculturelle de ces différents peuples, et toute initiative pratique concernant la sylviculture durable, la pisciculture, toute initiative que ces gens pourraient avoir pour augmenter leur autonomie et préserver leur environnement. Alors depuis le début de notre présence en Amazonie, nous travaillons avec les organisations indigènes régionales ou nationales et aussi avec des ONG péruviennes qui elles-mêmes soutiennent des organisations indigènes. Alors concrètement, pour le programme d'éducation bilingue et interculturelle des peuples indigènes de l'Amazonie péruvienne, il s'agit de la Fédération nationale AIDESEP, qui réunit une cinquantaine d'organisations indigènes régionales de l'Amazonie péruvienne. Et leur idée, c'est de former des enseignants indigènes à même d'aller enseigner dans les écoles villageoises indigènes dans la langue maternelle du peuple et dans le système de savoir de ce peuple, ainsi qu'en espagnol et en sciences. Donc c'est un exemple d'une organisation indigène que nous soutenons. Dans le cas, par exemple, du peuple Matsés, nous avons travaillé avec une ONG péruvienne qui s'appelle ACATE, et qui est surtout chapeautée par un linguiste américain qui a vécu avec les Matsés pendant de longues années. Et donc ce sont des gens qui ont des liens sur place, et il est même marié avec une femme Matsés. Donc avec ce partenaire, nous réussissons à être au plus proche des peuples indigènes de la région. Un dernier exemple, c'est le CEDIA, le Centre pour le développement des indigènes amazoniens. C'est une ONG péruvienne qui a une quarantaine d'années, fait d'anthropologues et de topographes et d'ingénieurs agronomes et forestiers, et qui soutiennent tout ce qui est démarcation et titularisation de territoires et mise en place de programmes de sylviculture et de pisciculture. Donc des gens de terrain qui ont des décades d'expérience d'intervention sur le terrain et des liens profonds avec les indigènes de la région. Alors, Nouvelle Planète a l'habitude de se tourner vers toutes les sources possibles, que ce soit des dons individuels, des communes, des cantons ou des fondations.
mais y compris la DDC, la chaîne du bonheur, et ainsi de suite. Donc en fonction du projet, nous sollicitons ces différentes organisations ou entités. Voilà, on aurait plutôt tendance à faire feu de tout bois de ce côté-là. Oui, alors nous avons bénéficié de l'apport de la FICD, surtout sur le plan financier, puisqu'ils ont contribué au financement du projet d'alphabétisation du peuple Matsès, et maintenant du programme de démarcation territoriale des communautés Kukama, Kukamiria et Shipibo dans la vallée du Bas Ucayali en Amazonie péruvienne. Mais il faut quand même dire que lorsque nous présentons un projet à la FICD, que celle-ci a des experts qui donnent des retours, qui posent des questions et qui nous permettent d'affiner le projet lui-même. Alors, pour répondre, c'est surtout financier, mais ça concerne également une certaine expertise. Alors, le projet d'alphabétisation du peuple Matsès est un cas un peu particulier, et donc l'impact du soutien est aussi particulier que le projet lui-même. Dans ce cas-ci, on a affaire à un peuple indigène monolingue qui habite dans un endroit très éloigné des villes et des infrastructures. Concrètement, il faut 7 jours de voyage par rivière pour arriver chez eux depuis la ville d'Iquitos. Donc ils sont encore et toujours assez isolés, ce qui les protège d'un côté et les rend aussi un peu vulnérables de l'autre. Et là, on est au tout début d'accompagner ce peuple dans l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, de leur propre langue, et donc mais carrément de la mise par écrit de leur propre langue, en même temps qu'ils apprennent l'espagnol, qui leur sera utile pour interagir avec le monde extérieur. Alors là, concrètement, ce qui a été produit par ce soutien sont des livres, des matériels scolaires, des abécédaires, des applications pour téléphone portable, parce que de nombreux Matsès possèdent des téléphones portables, alors qu'il n'y a pas de réseau chez eux, mais ces téléphones servent à prendre des photos, à faire des jeux. Et là, en l'occurrence, on a financé la création d'applications téléchargeables sur ces téléphones, où il y a justement des abécédaires, des images d'oiseaux. Alors, dans les contenus qu'on a développés avec eux, c'est aussi une récupération de leur savoir écologique, donc des livres sur les différents reptiles de la région, les différents poissons ou oiseaux, et donc tout en apprenant à lire, à écrire, à prononcer des mots, les enfants apprennent à reconnaître les animaux et à savoir un peu plus sur leur façon de vivre. Concrètement, on a pu mesurer l'impact, non seulement par un nombre de livres et d'abécédaires produits et d'applications téléchargées, mais aussi en voyant à quel point les jeunes et les moins jeunes ont incorporé ces produits dans leur vie quotidienne. Et à ce niveau-là, imaginez sur une population de 2500 personnes, lorsqu'on distribue 600 exemplaires d'un livre, chez des gens qui n'ont jamais eu de livre auparavant, c'est un succès de librairie assez fulgurant, on pourrait dire. Tout le monde se rue dessus, et donc c'est assez facile à palper la pertinence de l'approche.
Dans des projets qui sont un peu plus usuels pour nous, puisque ça fait 30 ans qu'on les soutient, là je parle de démarcation et titularisation de territoire, on a affaire à des communautés qui, avant l'intervention, bien sûr ces communautés sont là et occupent les terres qu'elles occupent, mais elles n'ont pas de titre foncier, n'ont pas de reconnaissance officielle de la propriété. Le projet permet une démarcation concrète avec GPS et topographe et mise en place de bornes, ce qui correspond à ce que tout propriétaire de terrain en Suisse, par exemple, a. Il y a des bornes topographiques qui indiquent la limite de chaque propriété. Et finalement, quand vous êtes propriétaire d'un terrain, ça correspond à un papier qui est déposé au registre foncier. Et donc, c'est assez facile à mesurer un travail de titularisation et de démarcation, parce que soit une communauté est démarquée et reconnue officiellement, il y a des titres fonciers qui sont déposés au registre foncier, il y a la mise en place de bornes à la limite de la communauté, ou pas. Donc là encore, c'est assez tangible et concret. Et il y a aussi le fait que pour une communauté, il y a un avant la titularisation et un après, parce que si quelqu'un vient envahir votre terrain et que vous n'avez pas de titre foncier, finalement, vous n'avez pas la base légale pour porter plainte. Et donc, le titre foncier permet une défense réelle du territoire. Pas suffisante. Donc, c'est une démarche qui est nécessaire, mais pas suffisante, parce que ce n'est pas un bout de papier qui va finalement vous protéger de tout ce qui peut arriver. Mais sans ce bout de papier, vous ne pouvez presque rien faire du tout. Donc là encore, on a affaire à une démarche qui est, même que ça peut paraître un peu abstrait dans un premier temps, la titularisation d'un territoire, finalement ça se résout à des aspects concrets dans la vie des gens et donc facile à mesurer. Alors avec nos partenaires péruviens, nous avons pris l'habitude de faire des contrats à chaque fois où ce qu'on attend de chaque partie est spécifié. Nous essayons toujours de nous tenir à ce qui est établi dans le contrat. Finalement, ces contrats sont assez utiles parce que dans le doute, il suffit de regarder le contrat pour savoir quand est-ce qu'un rapport est dû et ainsi de suite. Mais bien souvent, ce sont des partenaires que nous connaissons depuis très longtemps et avec qui nous sommes en contact beaucoup plus régulièrement que spécifié par le contrat. Parfois pour des petits détails, il s'agirait peut-être de modifier le budget parce que, en plus, l'Amazonie péruvienne est un endroit où il peut pleuvoir pendant 2 mois de suite et ça empêche tout travail. Il peut y avoir toutes sortes d'imprévus puisque nous soutenons des personnes et des organisations qui sont actives dans cette région, nous essayons toujours de faire preuve de flexibilité et d'aller dans leur sens. Et donc ça implique une communication un peu plus régulière et un peu moins procédurière. À l'époque c'était par fax, maintenant c'est par email, c'est encore plus facile. Hier encore, j'ai fait un appel par WhatsApp avec le directeur du CEDIA par rapport à par rapport au programme de démarcation et titularisation dans le Bas Ucayali. Nous sommes encore en pandémie, le projet a été retardé de 2 mois parce que les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui auraient dû intervenir dans le dernier trimestre de ce projet ont été interdits de déplacement par le ministère et donc il s'est agi de prolonger la première année du projet
pour pouvoir accommoder cela. Et donc finalement, on est souvent en train de... C'est pas une communication quotidienne, mais presque, disons 2 fois par mois, où on échange. Avec le projet Matsès, les Matsès habitant dans un endroit assez isolé, le temps que les représentants d'AKT aillent sur place, fassent le travail, reviennent, ça impliquait plutôt une communication plus espacée, disons tous les 2 mois, alors que ce qui était spécifié dans le contrat était autour de tous les 6 mois. Donc, et c'est aussi parce que ce qu'on essaye de faire, c'est pas de développer des amitiés, mais plutôt d'avoir une relation de confiance où on fait confiance au partenaire, le partenaire nous fait confiance, on essaye d'aller dans leur sens, d'être à leur écoute. Et finalement, ça finit par développer une communication, une sorte de bonne intelligence. Mais le contrat, c'est quand même la colonne vertébrale de la gestion. Et disons que toute la bonne volonté et la communication supplémentaire qui l'enveloppe, ce serait un peu les muscles et la chair qui entourent la colonne vertébrale. Personnellement, ça fait une trentaine d'années que j'accompagne ces projets, surtout au Pérou, mais aussi en Suisse, parce qu'il s'agit aussi de sensibiliser les gens, de récolter des fonds. Nouvelle Planète a des démarches, on peut dire, concrètes, comme faire des panneaux comme ceci pour expliquer aux gens, pour donner à voir. De mon côté, je donne des conférences, j'écris des livres, je me tiens à disposition de la presse, mais des communes, des gens qui voudraient en savoir plus. Je pense qu'il y a aussi une sorte de doigté à avoir où moins on essaye de vendre son produit, mieux on le vend. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, j'aurais plutôt tendance à être discret et à laisser venir ce que ça intéresse plutôt que d'essayer de courir après l'attention. Et parce que finalement, accompagner les peuples indigènes de l'Amazonie tout en essayant de promouvoir leur autonomie et de défendre l'intégrité avec eux de leur territoire, c'est pas une démarche, on va dire, commune dans nos contrées. Ça peut intéresser certains, mais c'est peut-être pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Donc, notre façon de faire sur ce cas-là, c'est de camper la position, de camper un acquis, des expériences et un certain savoir, et de nous tenir à disposition s'il y a de l'intérêt chez nous. Alors dans cette première photo, on voit des enfants Matsès accumulés autour d'un téléphone portable qui doit appartenir à l'un d'entre eux. Et donc c'est une application que l'organisation AKT a pu développer où on voit des animaux de leur environnement et en tapant sur l'animal, il y a le mot qui est écrit à côté de l'animal, qui est son nom, qui est ensuite prononcé. Et donc c'est presque un jeu interactif où on apprend le nom des animaux, l'écriture, enfin la mise par écrit de ce nom. Et c'est un exemple concret de comment intervenir et accompagner un peuple qui n'a pas encore l'écriture et la lecture,
déjà dans la mise par écrit de sa propre langue, en l'occurrence le Matsès, tout en préservant le savoir de ce peuple par rapport à son environnement. Et donc les images ont été dessinées par des jeunes artistes Matsès et sur la base d'interviews réalisées avec des anciens Matsès qui, eux, connaissent ces animaux. Donc c'est une photo qui montre la transmission du savoir qui a été rendue possible par cette démarche, par ce soutien, dans la récupération du savoir jusqu'à la rendre physique et concrète et tactile dans une application. Et on voit l'engouement et la fascination de cette jeunesse. On note aussi, moi ce qui me plaît, c'est qu'on pense toujours que les téléphones portables et puis la fascination que ces téléphones exercent sur les gens de la planète actuellement sont une sorte de contradiction par rapport à la récupération du savoir écologique d'un peuple amazonien isolé, mais en l'occurrence non. Là, le téléphone portable sert absolument la cause de la... Et alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que les Matsès ont des téléphones portables? Alors, c'est ça le monde moderne. Quand il arrive et il voit tous les Péruviens et tout le monde a son téléphone... Alors, tout le monde veut un téléphone portable. En plus, ce sont des portables assez bon marché. Alors, finalement, à l'époque, tout le monde voulait une montre. Maintenant, tout le monde veut un téléphone portable, même s'il n'y a pas de réseau. Alors, les Matsès ont un grand nombre de téléphones portables, à défaut d'avoir autre chose. Et là, on utilise ces téléphones portables pour leur permettre justement de récupérer leur savoir et de mettre en place une alphabétisation de leur jeunesse. Alors, cette deuxième photo montre des kokamas dans le bas Ucayali, à côté d'un de leurs piquets de démarcation où les coordonnées GPS sont inscrits et qui montrent précisément les limites de la communauté et rendre visible la titularisation et la démarcation de communautés indigènes dans la forêt amazonienne, c'est quelque chose d'assez difficile parce que quand vous êtes sur place, vous voyez des arbres. Donc vous pouvez prendre, en fait c'est un peu vert partout, vous prenez des photos et il n'y a pas grand chose à voir finalement. Là c'est un peu la pointe de l'iceberg, mais ça permet au moins de voir l'iceberg. C'est quand une communauté est démarquée, il s'agit de faire le tour de cette communauté avec des membres de la communauté, aussi de leurs voisins, et des topographes, et de mettre en place précisément les limites qui finissent par être rendues visibles par ces bornes. Donc, lorsque vous accompagnez une communauté dans la démarcation et la titularisation de son territoire, ce qui compte en fin de compte, c'est le papier que le registre foncier va reconnaître comme étant le titre de propriété. Mais ce qui compte aussi sur le terrain, c'est de marquer ces limites pour que des gens de l'extérieur sachent qu'à partir de là, la communauté commence. En fait, c'est un peu comme le panneau bleu au début de toute commune en Suisse où ce sera marqué Delémont. Et à partir de là, vous êtes sur la commune de Delémont. Alors, ces indigènes qui se tiennent à côté de leur borne et qui le montrent fièrement, sont en train de montrer aussi le résultat du travail, c'est-à-dire, oui, nous avons travaillé avec les topographes, nous avons établi les limites précises et chiffrées au GPS, latitude, longitude, tout y est. Et voilà, donc... Et pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire, oui, alors les indigènes amazoniens et la titularisation précise au GPS, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que tant que votre territoire, que vous habitez peut-être depuis des milliers d'années, vous et vos ancêtres, tant
que ce territoire n'est pas défini officiellement, il est libre, il est disponible à tout le monde, n'importe qui peut venir, rien n'empêche qui que ce soit de se présenter et de dire ben voilà, maintenant c'est moi qui suis là. Tandis que, et donc la propriété foncière n'est pas un concept indigène à la base. Ils n'ont pas l'idée traditionnellement de posséder de la terre, tout comme ils n'ont pas l'idée de posséder l'air. Mais dans un monde où il y a des gens qui viennent, qui s'installent et qui grignotent leur territoire, ils ont compris que avoir des titres fonciers qui reconnaissent leur territoire et leur propriété, c'est quelque chose d'important. Et tous les indigènes amazoniens désirent la titularisation et la démarcation de leur territoire, et je pense que c'est aussi pour